Je sais pas à qui je pose la question. Hein. Pourquoi? Parce que... comment commencer? D'abord, Caroline me faisait la documentation a fait la documentation d'un de mes bouquins, celui que tu m'avais fait présenter ici, Laetitia Bonaparte, et donc a travaillé sur cette documentation pour le livre. Et je n'avais pas l'intention à l'époque de me présenter à la mairie d'Arles. Et heureusement d'ailleurs. Et donc on avait commencé à entrevoir une période où on pouvait écrire tous les deux, imaginer des projets, voyager. Et on s'était dit, bah, puisque tout va bien, on travaille ensemble déjà sur ce livre de Laetitia, pourquoi ne pas en faire un tous les deux? Et ça s'est bien passé entre vous là? Et ça s'est remarquablement bien passé. Voilà. Alors c'est un livre qu'on a fait avant que je ne me présente à l'élection de la mairie d'Arles, qu'on a peaufiné pendant le Covid, mais que je ne voulais pas présenter avant, pour pas qu'on me compte ça dans les comptes de campagne. Donc je disais à mon éditeur, surtout on ne publie rien encore, là, et puis ça nous a permis pendant le Covid, pendant la période de la Covid, de peaufiner, d'améliorer, de revoir des passages, de mieux travailler certains points. Et voilà. Et donc on a présenté ce livre tous les deux. Voilà, cette envie, c'était à la fois de faire quelque chose ensemble pour plus tard. Et ça vous a pris beaucoup de temps parce qu'il était tellement riche ce livre que... C'est toujours très long, un roman historique. Hein. Effectivement, en fait, ça a demandé plusieurs années de recherche. L'essentiel d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement pour Madame Maire, les recherches étaient plutôt en bibliothèque. Et cette fois-ci, pour des raisons aussi de Covid, mais même avant, les recherches ont été faites essentiellement par Internet. En fait, on peut accéder maintenant à toutes les bibliothèques par Internet, à tous les documents. Et donc, cette fois-ci, c'est un petit peu comme ça que l'on a travaillé. Et vous allez continuer à écrire ensemble, comme ça, à quatre mains ou... Moi, j'aimerais bien, mais après... Après, c'est mon emploi du temps qui... j'ai plus beaucoup de temps pour l'instant pour l'écriture, sinon à continuer à écrire de la poésie, de temps en temps, le soir. Mais un projet en commun, on a quelques idées, mais un projet en commun, voilà, tout dépendra dans 4 ans ce que je ferai, si je me représente, si on me conseille de ne pas me représenter. Je ne sais pas, on verra, mais on a quelques idées, oui. Et alors pourquoi Bianca vous avez écrit sur Bianca? Parce qu'il y en a des titres, je veux dire, il y a beaucoup d'aspects culturels dont on peut puiser et écrire. Mais pourquoi Bianca? Parce qu'elle a souffert, cette fille? Je crois que c'était aussi parce qu'en fait, on a découvert ce personnage d'une façon un petit peu par hasard. On est souvent allé à Florence, effectivement. Patrick, lui, a eu plusieurs émissions, évidemment, tournées à Florence, que ce soit pour des Racines des Aigles ou pour le Grand Tour. Et ensemble, on y est allé et on avait découvert ce palais qui se trouve bien à Maggio, qui est le palais Palazzo Bianca Capello. Et étonnamment, on se disait, mais c'est quand même un personnage qu'on a découvert comme ça, d'une façon un petit peu fortuite, et puis qui est si peu connu. On parlait d'elle avec des amis italiens et qui ne la connaissaient pratiquement pas. Donc on a commencé un petit peu à chercher, à creuser, et on a découvert des choses, enfin vraiment une vie très passionnante. On cherchait un personnage féminin. Moi j'ai toujours souhaité trouver des personnages féminins. Donc voilà, quand on a à l'occasion de ce voyage et de lecture d'ailleurs, parce qu'on peut raconter une anecdote aussi, pourquoi on s'est intéressé à Bianca et pourquoi le nom de Bianca nous a fait tilt dans notre tête, c'est que on a une amie qui est la comédienne Marisa Berenson, je ne sais pas si vous la connaissez, et donc elle a sorti un livre sur sa vie, sur ses aïeux, etc. Et il y a le nom de Bianca Capello dedans.
parce qu'elle est descendante de la... Parce qu'en fait, la grand-mère de Marisa est une Schiaparelli, c'est-à-dire c'est une grande... Elle avait une maison de mode très très connue entre les deux guerres. Et en parlant de sa grand-mère, elle parle des aïeux de sa grand-mère, donc qui sont les siens effectivement par ricochet, et qui est descendante en fait de la fille de Bianca Capello, qui s'appelait Pellegrina, qui avait épousé un comte bolonais de Bologne. Et c'est par ces biais-là qu'il y a une lignée entre Marina Berenson et puis Bianca. Et Pellegrina, en fait, portait le nom de la mère de Bianca Capello. Et c'est cette conjonction, c'est-à-dire le hasard d'une lecture, le hasard d'une connaissance de Marisa, et puis le hasard aussi d'une balade dans les rues de Venise et de Florence. Alors cette histoire de Bianca la Vénitienne, la cour des Médicis, après on en parlera bien sûr, parce qu'on ne va pas tout dévoiler, sinon on n'achèterait pas le livre. Hein. Voilà. Vous ne l'avez pas déjà lu? Certains peut-être l'ont lu. Mais il faut dire que Bianca quand même n'était pas très aidée, parce qu'elle était déjà cloîtrée par son père à Venise. Et elle fuit à un certain moment parce qu'elle fait la connaissance de Pietro, voilà, Bonaventure, un modeste commis de banque, et ses parents s'opposent à cette union avec Pietro. Voilà. Mais fuient tous les deux à Florence et se marient avec lui. Donc ça fait un scandale formidable parce que Coste Ier n'était pas d'accord sur ce mariage. Et donc, après, tout s'en est suivi, quoi. Je veux dire. On peut peut-être, Tino, si tu me permets, dire que Bianca Capello, c'est une Vénitienne, c'est une fille d'une excellente famille vénitienne. C'est important pour la suite. Excellente famille vénitienne, parce que le nom de Capello est inscrit sur le livre d'or de Venise. Et le livre d'or de Venise, c'est un petit peu la Bible des grandes familles, qui est née à peu près au XIIe siècle, et sont inscrits tous les grands noms de la famille. Celle que l'on retrouve dans la gouvernance de Venise. Venise est dirigée par un doge à l'époque, avec un cabinet, la Signoria, et puis un conseil des 10, et puis après le conseil majeur, le conseil maggiore. Et là, on retrouve toutes ces familles. Et donc, quand on est un membre de ces familles-là, on ne se marie qu'entre soi, c'est-à-dire à niveau égal, avec la lignée. On ne mélange pas les bourgeois et les aristos, comme pour dire simplement les choses. Et donc, elle est élevée par son père, elle a perdu sa mère, par une belle-mère exigeante, mais surtout par un père qui veut la protéger des tentations, parce qu'elle est destinée à épouser un autre jeune de bonne famille. Oui, mais elle est cloîtrée. Et elle est cloîtrée. Oui, et c'est ce qui va... Pardon, vas-y. En fait, elle est cloîtrée par sa belle-mère, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, à Venise, les jeunes filles dites de bonne famille dans ces milieux aristocratiques, elles étaient effectivement extrêmement surveillées, quasiment cloîtrées. Alors cette fuite de Bianca vers Florence, c'est un énorme scandale. C'est un scandale parce que le jeune Pietro, dont elle tombe amoureuse, est à fière allure, il a à peu près un an et demi de plus qu'elle, il est beau, il est avenant, c'est un dragueur fou. Mais, oui, mais qui ne s'embarrasse pas des histoires d'amour. Et elle pense que c'est quelqu'un, parce qu'il est commis dans une banque, et elle pense que c'est, comme il a fière allure, que c'est un membre de cette grande famille de banquiers, et donc elle se laisse attendrir, elle se laisse un peu, elle est prise dans les filets de ce jeune garçon, qui est assez mystérieux d'ailleurs, qui fréquente la bonne jeunesse, et donc elle se fait un peu piéger. Et lorsque le scandale éclate, on s'aperçoit qu'il n'est pas de bonne famille. Et donc c'est un vrai problème pour le père. Et là, ils sont obligés de fuir. Elle s'enfuit avec lui. Elle s'enfuit parce que finalement, elle est tombée amoureuse, voilà, de ce jeune homme. Et puis elle s'enfuit parce qu'elle se sent un peu plus libre en partant. Et elle dessert le corset à la 16 ans. On est en 1565.
Et là, ils prennent la route tous les deux parce que lui est condamné. Il est condamné quasiment à mort parce que il a fait ce qu'il ne devait pas faire dans la bonne société vénitienne. Donc, il s'envoie, il fuit, un peu comme des amants fuient sans penser aux conséquences de tout ça. Et bien sûr, Venise va demander, et comme il est de Florence, il se réfugie à Florence, et Venise va demander son extradition. Il va demander des réparations financières. Ils sont obligés de se cacher un peu de partout. Et ils se cachent et ils vont à Florence. Oui, alors effectivement, sur la couverture du livre, on voit deux amants qui fuient. Bon, ça, c'est une peinture qui a lieu au 19e siècle. Très jolie d'ailleurs. Qui ne représente pas la réalité de ce qu'ils étaient ou ce à quoi ils ressemblaient. Donc c'était en fait en décembre 1563 quand ils se sont enfuis. La banque dont parlait Patrick, c'était la banque Salviati, qui était une banque, une famille extrêmement connue florentine. Et c'est pour ça qu'il y a eu confusion, effectivement, de la part de la jeune Bianca. Et ils se sont donc enfuis par Chioggia. Après, ils sont passés par Ferrare, par Bologne. Ils ont traversé les Apennins. Et ils se sont retrouvés, donc c'était quand même une grande aventure. Ils ont eu la chance de ne pas être, parce qu'ils étaient poursuivis, enfin, soi-disant poursuivis en tout cas par la vindicte de la République de Venise, et ils ont réussi à se retrouver donc à Florence, où se trouvait la famille de Pietro. Son père était un notaire, et donc quand le père voit arriver ces deux jeunes gens, il était complètement, il pensait que son fils était toujours à Venise. Bon, il accueille les deux jeunes gens et il dit à son fils, en apprenant ce qui s'était passé, il faut absolument que vous vous mariez, au moins Bianca sera protégée parce qu'elle deviendra citoyenne florentine. D'ailleurs, ça fait un scandale parce que tout n'est pas gai. Le père de François, de François, Cosme, comme menace, et il dit mais c'est une intrigante cette fille, qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, et comme il a horreur quand même du scandale, il admet quelque peu cette liaison, mais il a derrière la tête quand même de marier son fils à la noblesse. Et pour cela, il obtient la main de l'archiduchesse Jeanne d'Autriche, qui est sœur de l'empereur Maximilien II et nièce de Charles Quint. Donc, ils sont promis et donc va avoir lieu ce mariage. Union d'ailleurs qui scelle les liens entre les Médicis et les Habsbourg. L'union est faite le 18 décembre 1565 à San Lorenzo. 3 mois de réjouissance. Oui, parce que comme premier, en fait, dans la grande lignée des Médicis, il faut savoir que la lignée des Médicis commence par comme l'Ancien et se termine par Alexandre le Mort, qui est assassiné par son cousin Lorenzaccio, ce qui va donner Lorenzaccio, la pièce de théâtre. La pièce, oui. Et il est assassiné par Lorenzino, d'Alfred de Musset. Donc ça, cette lignée s'éteint à ce moment-là. Et donc, elle passe à la lignée cadette. Et le chef de la lignée cadette, c'est comme premier. Autre lignée des Médicis qui s'éteindra au 18e, en 1750 et quelques, par Jean Gaston, c'est ça, hein? Par Jean Gaston, oui. Jean Gaston Ier, 1737. Et donc, comme premier, il n'a qu'une obsession, il est duc, il veut devenir grand-duc, donc de faire de son duché un grand-duché, et il veut rentrer dans les grandes familles européennes, et la grande famille européenne à ce moment-là, c'est les Habsbourg. Et donc il a les contacts avec Philippe II d'Espagne, il a le contact avec Frédéric I de Habsbourg, d'Autriche, et c'est là qu'il commence à vouloir marier son fils. Et donc il choisit effectivement une des filles de Ferdinand, qui a 16 enfants, je crois, et 11 filles. Oui, 11 filles. Et il choisit